Les propriétaires de Reigate. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Au printemps de 1887, la santé de mon ami Sherlock Holmes s'était trouvée ébranlée par un surmenage excessif. Coup sur coup, 3 affaires graves avaient accaparé son activité et sa constitution de fer n'avait pas résisté à une tension intellectuelle prolongée pendant plus de 4 mois. Il n'avait jamais travaillé moins de 15 heures par jour, restant parfois 36 heures sans dormir. Les succès éclatants qu'il obtint ne lui évitèrent pas une assez violente réaction. Et, tandis que l'Europe retentissait du bruit fait autour de son nom et que sa chambre était jonchée de télégrammes de félicitations, je le trouvais en proie à une très sérieuse dépression. Or, mon vieux camarade le colonel Hayter, que j'avais soigné en Afghanistan, s'était rendu acquéreur d'une maison près de Reigate, dans le Surrey. Il m'avait souvent invité à passer quelques jours chez lui. Je lui écrivis donc pour lui demander s'il me recevrait avec mon ami Sherlock Holmes, qui avait besoin de repos. Il me répondit le lendemain qu'il nous verrait avec joie et, 24 heures plus tard, nous étions installés chez ce bon vieux Hayter. Or, le matin qui suivit notre arrivée, le colonel entra dans le living room où nous étions en train de prendre le breakfast. Bonjour mes amis, avez-vous bien dormi? Admirablement. Je me sens renaître, mon colonel. Mais que diable faites-vous avec ce revolver dans la main? Eh bien, je le descends pour le graisser, on ne sait jamais. Ah, vous craiez qu'on vous attaque? Mais figurez-vous que le vieux monsieur Acton, qui est l'un des plus gros bonnets du comté, a été cambriolé dans la nuit de lundi à mardi. Eh oui, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais les voleurs ne sont pas encore arrêtés. Pas de piste? Jusqu'ici aucune. Non, remarquez, monsieur Holmes, c'est une affaire insignifiante, un petit fait divers de campagne, indigne de retenir votre attention. Mais pas du tout, ça m'amuse. Pas de détails caractéristiques? Ma foi, non. On a bouleversé le bureau, mis la pièce à l'envers pour un bien maigre butin. En tout et pour tout, on a volé à ce pauvre Acton un volume dépareillé d'Homère, 2 chandeliers en doublé, un petit baromètre de chêne et une plaque de ficelle. Ah, curieux. La police locale devrait tirer quelque chose de ça. Parce qu'en examinant la question de plus près... Non, vous n'allez pas recommencer. Vous êtes ici pour vous reposer, hein? Alors, au nom du ciel, ne vous jetez pas dans un nouveau problème. Mais... Non, vous êtes à 0, hein? Ne l'oubliez pas. Bon. Puis-je reprendre un peu de ces excellentes confitures, mon colonel? Mais je vous en prie. Merci, elles sont délicieuses. Mais vous me flattez. C'est moi qui les ai faites. Vous? Oui. Dites-moi, mais j'ignorais que vous fussiez un cordon bleu. Ma grand-mère était française, monsieur. Tout s'explique. Et Doris, ma petite bonne, est en train de devenir une excellente élève. Entrez. Oh, colonel! Et qu'y a-t-il, Doris? Vous ne savez pas ce qui vient d'arriver? Ben non, quoi? Chez les Cunningham. Oh, colonel, c'est épouvantable. Parlez! Un cambriolage, je parie. Non, un assassinat. Qu'est-ce que vous dites? Et qui a été tué? Le juge? Son fils? Ni l'un ni l'autre. Mais alors qui? William, le cocher. Un coup de revolver en plein cœur. Il est mort sans dire un mot. Qui l'a tué? Un cambrioleur. Il a disparu. Il venait de fracturer la porte de service quand William est arrivé. Quand cela s'est-il passé? Cette nuit. C'est le laitier qui me vient de me raconter ça. C'est tout ce que vous savez? Oui, colonel. Bien, alors ma petite fille, retournez à votre cuisine et surtout, calmez-vous, hein? Bon, je ne tiens pas à ce que vous nous ratiez le veau farci dont je vous ai appris la recette il y a 8 jours. Non, colonel. Bon, allez. Eh bien, ça continue. Pour une seule histoire, cette fois-ci, c'en est une. Ah oui? Et qui sont ces Cunningham? Eh bien, de très braves gens. Le père est juge de paix. Il est veuf et vit avec son fils Alec qui fait ses études d'avocat. Le pauvre William était à leur service depuis de nombreuses années. Or, ils doivent être dans tous leurs états. Eh bien, pour moi, nous nous trouvons devant les mêmes brigands qui ont cambriolé la maison d'Acton. J'en suis moins sûr que vous. Et pourquoi? Je ne vois pas très bien une bande opérant dans le même pays à 2 jours d'intervalle. Tout à l'heure, quand je vous ai vu avec votre revolver, j'ai souri, pensant que Reigate était bien la dernière paroisse susceptible d'intéresser les voleurs de l'autre nuit. Décidément, j'ai encore beaucoup à apprendre. Eh bien, s'il s'agit de professionnels de la région, ils ne pouvaient pas mieux choisir. Les maisons d'Acton et de Cunningham sont de beaucoup les plus belles. Et les plus riches. Elles devraient l'être. Mais leurs propriétaires sont tous deux engagés depuis des années dans un procès qui les ruine. Le vieil Acton revendique la moitié du domaine de Cunningham, qui se défend comme un beau diable, et au prix où sont les hommes de loi, vous voyez ça d'ici. Si c'est un bandit des environs qui a fait le coup,
il ne devrait pas être bien difficile de lui mettre la main dessus. Non, ne vous inquiétez pas, Watson, je n'ai aucune envie de m'en mêler. Ah, bravo. Et colonel, moi aussi, je reprendrais bien volontiers un peu de confiture. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, Doris? L'inspecteur Forrester demande à parler à M. Sherlock Holmes. Forrester? Je ne connais pas. Ah oui, mais moi je le connais très bien, c'est l'inspecteur de police de Reigate. Mais pourquoi vous demande-t-il personnellement, Holmes? Il dit que c'est au sujet de l'assassinat de cette nuit. Ah. Hein? Et comment sait-il que vous êtes ici? J'en ai parlé à personne. Ah, si, à Doris avant-hier en lui apprenant à faire un cassoulet. N'est-ce pas, Doris? Oui, colonel. Et vous êtes allé raconter dans tout le pays que nous attendions Monsieur Sherlock Holmes. Oui, colonel. Oh, ces femmes. Comme j'ai bien fait de ne pas me marier. Dites à l'inspecteur Forrester que Monsieur Holmes n'est pas venu à Reigate. Il s'est décommandé au dernier moment. Allez. Et il me rencontrera au premier tournant de rue. Non, faites-le entrer, Doris. Bien, monsieur. Holmes, si jamais vous vous occupez de cette affaire, ouais, je reprends le premier train et vous vous ferez soigner par qui vous voudrez. Entendu. Bonjour, Forrester. Entrez donc. Bien respect, mon colonel. Monsieur Sherlock Holmes, docteur Watson. Monsieur. Excusez mon indiscrétion, monsieur Holmes. Je mourrais de l'envie de faire votre connaissance. Mais jamais je n'aurais osé venir si je ne m'étais trouvé devant une affaire dans laquelle je n'arrive pas à voir clair. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Peut-être consentiriez-vous à me donner quelques conseils? Volontiers, si c'est en mon pouvoir. De quoi s'agit-il? D'un assassinat qui a eu lieu cette nuit. Je suis au courant. Ainsi que du cambriolage qui a eu lieu chez M. Acton. Ah bon. Remarquez, dans l'affaire Acton, nous n'avions aucun indice, tandis que dans l'affaire Cunningham, il y a de quoi marcher. En tout cas, il s'agit de la même bande, c'est certain. Ah. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette nuit, l'homme a été vu, mais il a détalé comme un daim après avoir tiré le coup de feu qui a tué le cocher. Monsieur Cunningham l'a vu de la fenêtre de sa chambre et son fils de la porte de service. Quelle heure était-il exactement? Minuit moins le quart. Monsieur Alec était en train de se déshabiller dans son cabinet de toilette et son père allait se mettre au lit. Tous deux ont entendu William appeler au secours et Monsieur Alec est descendu 4 à 4 pour voir ce qui se passait. La porte de service avait été forcée et quand il arriva au bas des marches, il vit 2 hommes qui se battaient dans le jardin. L'un des deux tire un coup de feu, l'autre tombe, le meurtrier part en courant et escalade la haie. De la fenêtre de sa chambre, M. Cunningham l'a aperçu atteignant la route, mais il l'a perdu de vue presque immédiatement. Ces messieurs peuvent-ils donner son signalement? Il était, paraît-il, de taille moyenne et vêtu d'un costume gris, probablement en tweed. Comment se fait-il qu'à cette heure-là, le cocher fût dehors? On ne sait pas. M. Alex s'est penché sur lui pour voir s'il respirait encore. Le pauvre diable est mort dans ses bras sans avoir eu la force de prononcer un seul mot. Où habitait-il? Dans un pavillon de concierge, à l'entrée de la propriété. Il vivait là avec sa vieille mère qui est sourde et pas très maligne. On ne peut rien en tirer. Elle nous a seulement dit qu'hier, le facteur avait remis une lettre à son fils. C'est tout. Et que pensent de tout cela ces messieurs Cunningham? Ils avaient beaucoup d'affection pour ce pauvre William. Ils pensent qu'à la suite du cambriolage chez M. Acton, il était sur le qui-vive. Il a probablement aperçu le cambrioleur dans le jardin et il lui est tombé dessus au moment où il venait de forcer la porte de la maison. Avez-vous relevé des traces de pas? Aucune. Les allées du jardin sont recouvertes de gravier, impossible d'y lire quoi que ce soit. En somme, aucun indice? Si, un seul. Tout à l'heure, j'ai pris congé de ces messieurs à la porte de la maison et avant de retraverser le jardin, je me suis penché une dernière fois sur le cadavre. La balle ayant pénétré en plein cœur, j'avais pu examiner la blessure et constater le décès sans avoir à le remuer. C'est alors que je me suis aperçu que son bras droit était légèrement replié sous le dos. Je déplaçai le corps et voici ce que j'ai trouvé. Ce morceau de papier déchiré? Oui, serré entre le pouce et l'index de la main droite. Vous permettez? Je vous en prie. Lisez, il y a quelque chose d'écrit. À 11h03. Apprendrez beaucoup utile. Vous n'avez pas retrouvé le reste de la feuille de papier qui raccorde avec ce morceau? Ah non. À 11h03. Il s'agit peut-être d'un rendez-vous. Dans ce cas, ce William serait de mèche avec le voleur. Oh, monsieur Holmes, il avait la réputation d'un serviteur dévoué et parfaitement honnête. Jusqu'au jour où l'occasion a fait le larron. On a vu pire. Quoi qu'il en soit, messieurs, ce papier est d'un intérêt capital. Inspecteur, avez-vous parlé à quelqu'un de cette découverte? Ah non, monsieur Holmes, à personne. Eh bien, continuez à garder le silence, je vous y engage. Entendu. Je fus surpris de voir que Sherlock Holmes avait maintenant les joues aussi colorées et les yeux aussi brillants qu'avant sa maladie. Visiblement,
Ce nouveau problème lui rendait toute son énergie et je n'eus pas le courage de lui refaire la leçon. Brusquement, il partit se promener dans la campagne, en nous demandant de le rejoindre une demi-heure plus tard. Le colonel ne put nous accompagner et l'inspecteur Forrester et moi aperçûmes au loin la haute silhouette de mon ami qui faisait de grandes enjambées dans les terres labourées. Savez-vous, messieurs, que nous sommes en présence d'un crime peu ordinaire? Vraiment? Venez tous deux avec moi chez les Cunningham. Peut-être cette visite nous apportera-t-elle des éléments décisifs. Je l'espère. Allons-y. Je crois que nous sommes bien d'accord, inspecteur, sur l'importance de ce fragment de papier trouvé entre les doigts de la victime et sur lequel était écrite l'heure de sa mort. Tout à fait d'accord. Pour moi, il n'y a aucun doute. La personne qui a écrit ce billet est celle qui a tiré William de son lit à cette heure-là. J'aimerais bien trouver la partie manquante de cette feuille. Pourquoi donc? Le papier a été arraché de la main du mort parce qu'il incriminait quelqu'un. L'assassin, très probablement. Qu'en a-t-il fait? Il l'aura sans doute mis dans sa poche sans remarquer qu'un coin était resté entre les doigts du cadavre. Si nous pouvions récupérer le reste de ce feuillet, nous avancerions à grands pas. Oui, mais comment arriver à la poche du criminel avant de l'avoir arrêté? C'est là le problème. Autre point évident, ce billet a été envoyé à William. L'homme qui l'a rédigé ne le lui a pas remis lui-même. Sinon, il lui aurait dit verbalement ce qu'il avait à lui dire. Il l'a certainement envoyé par la poste. Ce doit être la lettre apportée par le facteur. Je le crois aussi. Un quart d'heure plus tard, nous arrivions à la propriété des Cunningham et Sherlock Holmes se dirigea vers le pavillon qui se trouvait à l'entrée. Vous voulez parler à la mère de William, monsieur Holmes? Oui, Elle ne comprend rien. nous verrons bien. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Messieurs, Je viens au sujet de ce qui est arrivé à votre fils. mon fils, il n'est pas là. Elle n'a pas encore compris qu'il était mort. Hier soir, à quelle heure s'est-il couché? Il n'est pas couché. Je vous dis qu'il est sorti. Vous êtes sourd? Non. Écoutez-moi, hier soir. Ah oui, hier soir. Oui, il s'est couché à quelle heure? Ah, à quelle heure? Oui. Il s'est pas couché du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté assis. Où ça? Bah là, à la table. Il s'amuse à mettre des bateaux dans des bouteilles. Regardez, c'est joli, hein? Très joli, oui. Il voulait être marin, mais il avait le mal de mer. Alors mon mari, qui était palefrenier, lui a dit « Tu seras cocher ». Ah, alors il s'est fait cocher. Oui. L'ennui, c'est qu'il a peur des chevaux. Comment? Il a peur des chevaux. Ah, oh, oui, c'est regrettable. Mais je commence à m'inquiéter depuis le temps qu'il est sorti. Et il devrait être rentré. Quand est-il sorti? Cette nuit. À quelle heure? Quoi? À quelle heure? À minuit moins le quart. Où est-il allé? L'allée, oui, il a pris l'allée. L'allée, c'est celle qui mène à la maison des maîtres. Il vous a dit ce qu'il allait faire? Non. Il sortait souvent à cette heure-là? Oh, jamais. Ah, si, il est sorti dans la nuit de lundi à mardi. Mais il est rentré vers 3 heures du matin, tandis que cette fois, il tarde. Oui, bien sûr. Pourquoi vous me demandez ça? Il a rien fait de mal? Non. Vous êtes de la police? Moi? Ah, non, pas du tout. Ah, bon. Je vois là des feuilles de papier et une plume. Vous permettez que j'écrive quelques lignes? Pour mon fils? Non, pas exactement. Là. Voilà. Vous mettez ce papier dans votre poche, c'est pas pour mon fils? Non, madame. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs. Si vous voyez William, dites-lui que... Pauvre femme. Monsieur Cunningham ne lui a donc pas annoncé lui-même la mort de son fils? Il n'en a pas eu le courage. Il m'a prié de le faire. Elle n'a d'ailleurs rien compris à ce que je lui ai dit. Et j'avoue que sur le moment, je n'ai pas insisté. J'ai horreur de ce genre de corvée. Vous êtes sensible. Je me plais à constater que vous ne l'êtes pas moins, monsieur Holmes. Toujours est-il que cette femme nous a donné un renseignement intéressant. William est sorti dans la nuit de lundi à mardi. Vous croyez qu'il a pris part au cambriolage chez monsieur Acton? Je ne serais pas éloigné de le croire. Et la nuit dernière, il aurait tenté de voler ses patrons avec le même complice? Ça, j'en suis moins sûr. Pourquoi s'introduire la nuit et par effraction dans une maison où il pouvait entrer à n'importe quelle heure du jour?
peut-être pour forcer un coffre-fort. Pourquoi son complice l'aurait-il tué? Mais ils ont peut-être eu une discussion. Tout est possible, mais j'en doute. Ah, voilà ces messieurs. Inspecteur, vous êtes de retour? Oui, monsieur le juge. Et la Providence a mis sur notre chemin le plus grand détective d'Angleterre, monsieur Sherlock Holmes, que voici. Oh, monsieur Sherlock Holmes, Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la région? Oui, monsieur le juge, je suis l'hôte du colonel Hayter, chez qui je prends un peu de repos. Dieu bénisse aussi le colonel. Si je comprends bien, vous consentez à apporter vos précieux conseils à l'inspecteur Forrester dans cette navrante affaire. Je le fais volontiers, monsieur le juge. Soyez le bienvenu. Permettez-moi de vous présenter mon fils, Alec. Je suis très honoré, monsieur Holmes. Je ne manque pas de lire un seul des récits passionnants que publie sur vos enquêtes le docteur Watson. Je vous présente l'auteur. Oh, docteur Watson, si vous saviez combien je suis heureux de vous connaître tous deux. Si c'était en d'aussi tristes circonstances, je marquerais cette journée d'une pierre blanche. Ah, ce pauvre William, je ne me suis pas encore fait à l'idée qu'il nous a quittés. Pensez, je l'ai connu tout enfant. Bien, où se trouve le corps? Je l'ai laissé à l'endroit où il est tombé, juste en face de la porte de service. Si vous voulez venir par ici. Quand il fut en présence du cadavre, Sherlock Holmes l'examina longuement. Puis il alla jusqu'à la haie que l'assassin avait franchie dans sa fuite. Derrière, il y avait un fossé plein de boue. Il y accorda une attention toute spéciale. Puis nous nous dirigeâmes vers la maison. Pensez-vous, messieurs, que le voleur ait pénétré chez vous? Non, certainement pas. J'étais pas encore couché, j'aurais entendu du bruit. D'ailleurs, rien ne nous a été volé. Enfin, tout au moins à notre connaissance. Remarquez que si nous avons affaire au même voleur que celui de M. Acton, êtes-vous sûr qu'il ne vous a pas pris une pelote de ficelle ou un pèse-lettres? Non, je pense pas. Quand vous avez entendu William appeler au secours, M. Alec, vous étiez, je crois, dans votre cabinet de toilette. Oui, et mon père dans sa chambre. Vos lampes à tous deux étaient encore allumées? Oui? Pourquoi? N'est-il pas étrange qu'un cambrioleur songe à entrer de force dans une demeure, alors que deux lumières lui indiquent que les maîtres de maison sont encore debout? Vous avez raison, c'est extraordinaire. Voyons un peu cette porte de service. En effet, on a fait sauter la serrure avec des cisailles. Je vois que vous n'avez pas de barre de sécurité. Nous ne l'avons pas jugé nécessaire. Vous n'avez pas de chien? Si, mais ce matin nous l'avons trouvé profondément endormi. On lui a certainement fait avaler une boulette de soporifique. D'habitude, où est-il pendant la nuit? Nous le laissons en liberté dans le jardin. Très bien. Maintenant, j'aimerais jeter un coup d'œil sur les pièces du premier étage, tout au moins regarder par la fenêtre de votre cabinet de toilette, monsieur Alec, et celle de la chambre de votre père. Oui, parfois de haut, en dominant les lieux, on découvre un détail jusqu'alors inaperçu. Mais rien de plus facile, monsieur Holmes. Tenez par ici, si vous voulez entrer. Pardon. En somme, monsieur Alec, vous étiez dans ce couloir quand vous avez aperçu les deux hommes en train de se battre. Oui, monsieur Holmes. Dans le corps à corps, le coup de feu est parti. William est tombé et l'autre a filé. Je les ai parfaitement vus. Bien. Ne pensez-vous pas, monsieur Cunningham, qu'il serait bon d'offrir une récompense à celui qui aidera à retrouver l'assassin? Excellente idée. Bien entendu, je ne parle pas de moi. Mais si l'assassin est un homme de la région, la perspective d'une récompense peut délier rapidement les langues. En effet, c'est souvent un moyen très efficace. D'après ce que me dites-vous, le colonel Hayter, j'étais presque certain que vous seriez d'accord. Aussi, je me suis permis de rédiger cette annonce pour le journal. Voici le texte. Si vous voulez bien le signer, j'ai inscrit 50 livres. Je pense que cela suffira. Oh, mais j'en donnerais volontiers 500. Voyons le texte. Alors, dans la nuit du lundi au mardi 12 mars, vers minuit 3/4, un inconnu a assassiné... Ah, là, vous avez fait une petite erreur, monsieur Holmes. Il n'était pas minuit 3/4, mais minuit moins le quart. Ah, c'est juste, excusez-moi. En signant, vous aurez l'amabilité de rectifier. Mais, entendu. Eh ben, c'est parfait, j'ai une plume là dans mon bureau. Vous permettez? C'est l'affaire d'une seconde. Là, voilà qui est fait. Merci, monsieur. Ce texte paraîtra dès demain matin dans le journal. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons monter. Par ici. Nous gagnâmes un grand escalier recouvert d'un tapis qui nous mena au premier étage. Holmes allait lentement,
observant tout avec la plus grande attention. À l'expression de son visage, je compris qu'il était sur une piste. Mais je ne me doutais guère où le menaient ses déductions. Arrivé sur le palier, il s'arrêta devant la première porte en face. Qu'est-ce que c'est, là? Mon cabinet de toilette. Puis-je entrer? Je vous en prie. Permettez que j'ouvre la fenêtre. Monsieur Alec, quand vous avez entendu William appeler au secours, avez-vous regardé au dehors? Bien sûr. Mais comme les deux hommes se battaient tout contre la porte de service, le rebord de la fenêtre m'empêchait de les voir. Alors j'ai décroché ma robe de chambre, j'ai pris ma lampe et je suis descendu. Bien. Cette porte donne dans votre chambre, je pense. Oui, si vous voulez entrer. Pardon? Et votre chambre à vous, monsieur Cunningham, où se trouve-t-elle? Tout de suite après. Elle communique avec celle de mon fils. La mienne, la sienne et son cabinet de toilette font 3 pièces d'enfilade. Puis-je entrer chez vous, monsieur le juge? Mais faites donc. Merci. Voyons la fenêtre. Vous vous rendez compte que de cette fenêtre, j'ai pu parfaitement voir l'assassin franchir la haie, traverser le fossé qui est derrière et gagner la route. Ouais. En effet. Bon, maintenant nous allons pouvoir redescendre. Oh, excusez-moi. Mon Dieu, je suis maladroit. L'armoire là-bas à gauche. En se retournant, Sherlock Holmes venait de renverser une corbeille de fruits qui se trouvait sur un guéridon près du lit. Des oranges roulèrent sous les meubles et tout le monde se mit à genoux pour les ramasser. C'est alors que les événements se précipitèrent. Tiens, mais où est passé monsieur Holmes? C'est curieux, il n'est plus là. Il est peut-être retourné dans ma chambre? Je vais voir. Excusez encore mon ami Holmes, monsieur Cunningham, mais il est un peu nerveux en ce moment et sa maladresse, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des coups de revolver dans la chambre, vite. Oui. Dans le cabinet de toilette, hein, vite. Par ici, sur le palier, venez vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'un croc en jambe, il m'a acheté par terre. Et il a descendu l'escalier à toute vitesse. Mais qui donc? Il l'assassine cette nuit. Je m'étais mis à la recherche de monsieur Holmes. Je le retrouve dans mon cabinet de toilette. À ce moment-là, la porte qui donne sur le palier s'ouvre et un homme lui tire dans le dos 2 coups de revolver. Heureusement que c'est un maladroit et qu'il m'a raté. Mais vous, monsieur Alec, vous n'êtes pas blessé? Non. Je suis tombé sur l'avant-bras. J'ai le poignet légèrement foulé, mais c'est tout. Pour moi, cet homme, c'est l'assassin de cette nuit. Naturellement. Il rôdait autour de la maison et quand il a vu entrer Sherlock Holmes, il a eu peur. Alors, risquant le tout pour le tout, il est monté derrière nous et quand il l'a vu seul dans le cabinet de toilette, il a tiré sur lui. Vous avez certainement raison, Watson. Quelle est votre opinion à vous, monsieur Alec? Il est possible, en effet, que ce soit l'assassin de cette nuit. Vous devriez être beaucoup plus affirmatif. Ah, c'est que je n'en suis pas absolument sûr. Mais si. Et pourquoi? Puisque c'est vous l'assassin. Qu'est-ce que vous dites? Je vous accuse, monsieur Alec Cunningham, d'avoir assassiné votre cocher William. Et d'avoir également tenté de me tuer. Mais je... Passez-lui les menottes. Mais qu'est-ce que vous me faites? Allez, Mais c'est pas... Voilà. Mais... Très bien. Maintenant, fouillez-le. Vous trouverez dans une de ses poches son revolver encore chaud. Pardon. Mais c'est vrai? Le voici? Oh, crapule. Mais, messieurs, je ne comprends pas. Vous comprenez fort bien, monsieur le juge. Si bien même que je vous accuse de complicité avec votre fils. Moi? Nous ne vous passons pas les notes uniquement en raison de votre âge et de la fonction de magistrat que vous avez exercée jusqu'ici. Je vous attaquerai en diffamation. En attendant, dites-moi donc ce que vous pensez de ce morceau de papier. Oh, monsieur Holmes, vous avez trouvé la partie qui manquait? Oui, inspecteur. Où ça? Avant de vous répondre, je crois nécessaire de retracer l'affaire depuis le début. Sifflez vos policemen et descendons nous asseoir dans le salon. Nous serons mieux pour causer. D'accord. Alors, monsieur Alec, vous ne vous attendiez pas à cela? Non, monsieur Holmes. Tous mes compliments. Vous êtes bon joueur. Ah, on a ses élégances. En tout cas, si vous n'aviez pas été là, je les mettais tous dans ma poche. Oh, pas sûr. Oh, c'est tout de même vous qui êtes allé chercher Sherlock Holmes. Vous pataugiez lamentablement. Dites donc, Dr. Watson, voilà encore une belle histoire à nous raconter. Je n'y manquerai pas. J'espère que vous fignolerez mon personnage. Tu n'es qu'un cabotin. Non, un littéraire. Et j'ai hâte de savoir comment M. Holmes a réussi à voir clair dans notre histoire. Vous allez être satisfait. Ah, policeman. Escortez-moi ces 2 messieurs jusque dans le salon. Nous descendons avec vous.
Et pendant que nous parlerons, vous resterez en faction devant la porte. Bien, chef. Allons-y. Tiens, le colonel. Ah, je venais au-devant de vous, mes amis. Oh, mon cher Cunningham, combien je suis de cœur avec vous en cette triste affaire. Alors, a-t-on trouvé l'assassin? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, Alec. Ces menottes. Quoi? C'est vous? Combien de gens, monsieur, avez-vous tué dans votre existence pour être nommé colonel? Moi? Mais moi, c'était à la guerre. Ah, excusez-moi, j'oubliais la nuance. Entrez dans ce salon, messieurs. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Je revendique l'entière responsabilité de mes actes. Mon père ignore toute cette affaire, et c'est injustement que vous l'avez accusé, monsieur Holmes. Je maintiens ce que j'ai dit et je le prouve. Depuis le début, j'ai pensé que la clé de l'énigme était dans ce morceau de papier trouvé entre les doigts du cadavre. Je l'ai donc étudié avec beaucoup de soin. Si vous voulez bien y jeter un coup d'œil, mon colonel, et me dire votre première impression. Pardon. L'écriture est très irrégulière. Ah oui, il n'y a pas le plus petit doute possible. Ce billet a été écrit par 2 personnes, chacune traçant un mot. Regardez la barre du T, dans les mots 3 et utile. Elle est nettement accentuée. Par contre, dans le mot car, la barre du T est molle et assez fine. Et si vous voulez bien examiner les mots apprendrez et beaucoup, vous constaterez qu'ils sont tracés d'une main ferme, tandis que l'écriture du mot car est moins sûre, manifestement plus débile. Mais pourquoi se mettre à 2 pour écrire une lettre? C'est que l'un des coupables se méfiait de l'autre. Il était bien résolu à ce que chacun eût sa part égale de responsabilité. Mais des 2, celui qui a écrit les mots 3 et utile est certainement l'instigateur du coup. Pourquoi? Le caractère de 2 écritures suffira à le prouver. Mais il y a mieux pour étayer mon affirmation. Si vous regardez à nouveau ce bout de papier, vous constatez que l'homme qui a écrit d'une main ferme a tracé ces mots le premier, en laissant des blancs, pour que l'autre y écrive les mots qui lui étaient réservés. Mais ces blancs n'ont pas toujours été suffisants. Aussi le second a-t-il eu du mal à intercaler le mot « heure » entre les mots 11 et 3. Les 2 dernières lettres mordent sur le mot qui suit. Je dis donc que l'homme qui a écrit le premier est celui qui a monté toute l'affaire. Excellent. Mais pour moi, c'est encore superficiel. Voici qui est mieux. Vous n'ignorez pas que le calcul de l'âge d'après l'écriture est devenu une science exacte. J'y ai personnellement travaillé pendant des années. Or, à regarder les 2 écritures, on constate nettement que l'une est celle d'un être jeune et l'autre d'une personne d'un âge beaucoup plus avancé. C'est pourtant vrai. Enfin, autre constatation d'une essence plus subtile, entre ces 2 écritures, il existe des analogies. Elles émanent de 2 êtres intimement liés, certainement par l'habitude et probablement par le sang. Regardez par exemple, tous 2 forment leur A, suivant un dessin très personnel. J'ajouterai que pendant la demi-heure, vous m'avez laissé seul dans mon champ, j'ai fait 23 autres déductions, mais celle-là intéresserait surtout des experts. Toutes m'ont confirmé dans la conviction que les auteurs de cette lettre étaient Cunningham père et fils. Si je fais erreur, je les prie de me contredire. Monsieur Alec? Rien à redire à vos raisonnements. Vous écouter, monsieur, est un régal. Venant de vous, j'en espérais pas tant. Donc, arrivé à ce point de mes déductions, il me restait à examiner les détails du crime et à voir comment il pouvait nous aider. Or, j'ai constaté sur le cadavre que la blessure avait été provoquée par un coup de revolver tiré à un peu plus de 4 mètres. Il n'y avait sur les vêtements de la victime aucune trace de noircissement causé par la poudre. Alec Cunningham avait donc menti en déclarant qu'il y avait corps à corps entre les 2 hommes quand le coup de feu est parti. D'autre part, le père et le fils étaient d'accord sur l'endroit où l'assassin avait soi-disant sauté la haie. Or, il y a derrière un fossé rempli de boue, pas encore tout à fait sèche. Étant donné la largeur de ce fossé, l'homme ne pouvait le franchir d'un bond. Il était obligé de descendre au fond. Et tout à l'heure, j'ai vu que la boue était parfaitement lisse, aucune trace de pas. Conclusion, jamais un inconnu n'est intervenu dans cette affaire. Mais le mobile du crime, monsieur Holmes? Il y a gros à parier, et vous, mon colonel, peut-être le savez-vous, que le vieux monsieur Acton possède un document susceptible de jouer en sa faveur au cours du procès qu'il a intenté à monsieur Cunningham. Ah, mais bien sûr.
Il m'a même montré ce document qui est très ancien. Enfin, depuis, il l'a déposé chez son avoué. De là à déduire que les Cunningham ont voulu dérober ce document, il n'y a qu'un pas. Si je me trompe, messieurs, dites-le. Bien, je continue. C'est alors que, n'ayant rien découvert, ils ont tenté d'éloigner les soupçons en agissant comme de vulgaires cambrioleurs. Et ils ont pris ce qui leur est tombé sous la main. Je dois dire que la liste des objets volés m'avait singulièrement intrigué. Ils avaient été trop modestes, et c'était là une maladresse. Il n'en restait pas moins que mon but principal était de retrouver la partie manquante du billet. J'étais persuadé qu'Alec Cunningham l'avait arraché de la main de la victime et qu'il l'avait fourré dans la poche de sa robe de chambre sans s'apercevoir qu'il en manquait un coin. Le problème était de savoir si le papier s'y trouvait encore. Voilà pourquoi j'ai demandé à monter au premier étage. Mais auparavant, je voulais amener le juge à écrire lui-même le mot « car » afin d'avoir la preuve formelle que j'étais dans le vrai avant de tenter le grand coup. Alors c'est exprès que chez la mère de William, vous avez écrit en rédigeant l'annonce pour le journal, minuit 3/4 au lieu de minuit moins le quart. Eh oui. Monsieur Cunningham a rectifié de sa propre main mon erreur volontaire. Il a écrit le mot « car » exactement de la même façon qu'il avait fait sur le billet. Je pouvais donc monter en toute connaissance de cause. Je pénètre dans le cabinet de toilette et je repère la robe de chambre accrochée derrière la porte. Nous visitons les deux autres pièces. Je renverse la corbeille de fruits. Et pendant que tout le monde est à quatre pattes, je file dans le cabinet de toilette. Je trouve la deuxième partie du fameux billet dans la poche de la robe de chambre. Je m'approche de la fenêtre pour vérifier si c'est bien le papier en question. 2 coups de feu claquent dans mon dos et presque aussitôt, Alec crie que celui qui a tiré vient de s'enfuir. Et puisque vous tourniez le dos, vous pouviez pas savoir que c'était moi qui avais tiré? Mais mon pauvre monsieur, vous oubliez que dans votre cabinet de toilette, il y a des glaces. Imbécile. Mais enfin, tout cela ne nous dit pas pourquoi ils ont tué leur cocher. Non, facile à deviner. Par sa mère. Nous venons d'apprendre qu'il était sorti dans la nuit de lundi à mardi. Il avait certainement accompagné ses maîtres pour le cambriolage de M. Acton. N'est-ce pas, messieurs? Oui, et il voulait nous faire chanter. Alors vous l'avez attiré dans ce guet-apens. Et dire, mes bons amis, que si Alec Cunningham avait récupéré entièrement le papier qui fixait un rendez-vous au cocher, il n'aurait peut-être jamais été soupçonné. Finalement, qu'y a-t-il écrit sur ce billet? Je vais vous le lire. Voici. Trouvez-vous ce soir à 11h, 3/4, à la porte de service de la maison. Vous apprendrez quelque chose qui vous étonnera beaucoup et qui vous sera utile pour gagner une forte somme. Pas mal imaginé. N'est-ce pas? Cabotin. Tiens, voici votre chien qui se réveille. Au fond, si vous lui avez donné une boulette, c'était surtout pour endormir la police, hein? Oui, un peu. Maintenant, inspecteur, vous pouvez embarquer ces messieurs. Quant à vous, mon cher Watson, nous repartons pour Londres dès demain matin. Ces petites vacances m'ont complètement retapé et je me sens en pleine forme.